Il y a en France un problème économique fondamental, la suradministration du marché de l'emploi. Et ça fait maintenant plus de 40 ans que tous les gouvernements, de gauche comme de droite, ont tous en vain tenté de résoudre ce problème par toutes sortes de plans, de mesures, d'aides, sans que jamais on atteigne les résultats escomptés. Alors je vais vous proposer le changement, mais comme vous le savez, si vous voulez le changement, il faut que vous changiez. Si nous voulons le changement en France, si nous voulons résoudre le problème du chômage de masse, il va falloir que nous changions. Il va surtout falloir reconnaître. Il va falloir reconnaître que ce que l'on fait ne marche pas. Il va falloir reconnaître que les dogmes, les idées et les craintes qui nous conduisent à ces politiques qui ne marchent pas doivent évoluer. Et surtout, il va falloir reconnaître que ce que font d'autres marche. Et reconnaître, c'est le respect. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai en tête. La Californie. J'ai habité 12 ans. Voilà ce que j'ai vu. Regardez le salaire d'un médecin dans la Silicon Valley. Regardez le salaire d'un chirurgien. Regardez le salaire d'un avocat. Regardez le salaire d'un informaticien, d'un professeur des universités, d'un ingénieur qui construit des microprocesseurs, d'un cadre supérieur dans la technologie. Ah, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Nous, en France, on a un marché de l'emploi suradministré à l'embauche et au licenciement. Alors du coup, ça ne marche pas. Alors il y en a qui se disent, mais moi je ne suis pas avocat, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien. Mais si vous faites partie des classes salariales inférieures, un marché de l'emploi qui marche, avec une économie qui marche, tournée vers la technologie et la mondialisation, eh ben ça crée du pouvoir d'achat pour tout le monde. Regardez dans la Silicon Valley le salaire d'un boulanger. Regardez le salaire d'une infirmière. Regardez le salaire d'un policier. Regardez le salaire d'un chauffeur de bus, d'une enseignante à l'école, d'un cheminot. Une économie qui marche, ça crée du pouvoir d'achat pour tout le monde. Et ça élimine quasiment tout le problème du chômage. Dans la Silicon Valley, j'ai participé à la création de 3 sociétés, dont une start-up en tant que PDG. Et bien là-bas, la difficulté, c'est de recruter, parce qu'il n'y a pas assez de chômeurs. En France, le marché de l'emploi, il est suradministré à l'embauche et au licenciement, et bien, du coup, chômage de masse. Alors je vais vous proposer 3 réformes qui vont résoudre ce problème. Première réforme. Il est interdit pour toute administration publique ou collectivité locale de fournir à une entreprise ou à un particulier quelque aide en espèces ou en nature que ce soit en vue de créer un emploi privé. On vous a déjà parlé d'un fric dingue en France. Ah mais il y a un fric dingue qui part pour aider les créations d'emplois. Mais ce fric dingue, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Les aides à la création d'emplois, ça revient à prendre des ressources de là où ça marche pour les mettre là où ça ne marche pas. Et après, on se dit, tiens, ça ne marche pas. Les aides à l'emploi, ça revient à prendre du bénéfice des entreprises qui marchent. Ça revient à prendre du pouvoir d'achat des consommateurs qui veulent consommer et recycler ça dans toutes sortes d'aides. La fin des aides à l'emploi. En espèces, mais aussi en nature. Concrètement, la fin des aides en nature, c'est la fin de Pôle emploi. C'est la fin de toutes les administrations des collectivités locales qui font de l'accompagnement de chômeurs. Un fric dingue. Pôle emploi, c'est une administration avec un effectif d'environ 50 000 personnes. C'est plus que beaucoup d'entreprises du CAC 40. 50 000 personnes réparties dans 915 agences en France, avec un coût à la collectivité d'environ 3,5 milliards d'euros par an. 50 000 personnes qui sont là pour trouver des emplois qui n'existent pas, alors forcément ils ne trouvent pas. Tous ces postes seront supprimés, et ceux qui travaillent à Pôle emploi ou dans les collectivités locales et qui font de l'accompagnement de chômeurs peuvent regarder la vidéo sur l'AREP, l'Agence de restructuration de l'emploi public. Tous les postes seront supprimés, mais personne ne sera au chômage. La fin des aides en espèces et en nature.
Deuxième réforme. Et là, on va au cœur du problème. Un emploi se crée, dure et cesse au bon vouloir des partis. Un emploi se crée, dure et cesse au bon vouloir des partis. Comme il y a beaucoup de chômage en France, on a créé à l'embauche tout un formalisme. Tous ces types de contrats de travail, les contrats d'insertion, les contrats premier emploi, les contrats selon là où est située l'entreprise, les CDD, les contrats d'intérim, toutes sortes de contrats de travail. Tout ce formalisme, pour quel résultat? Le formalisme à l'embauche. C'est un frein à l'embauche. Ça sape les opportunités. En Californie, 80-90% des gens n'ont pas de contrat de travail. Vous avez l'employment letter, vous commencez demain, vous êtes embauché sur tel poste à tel salaire et c'est la fiche de paie qui fait foi. Tout ce formalisme à l'embauche. À la rigueur, pour les grandes entreprises, c'est gérable. Mais moi, quand je pense aux entreprises, je pense aux 99% des entreprises qui sont des TPE, des PME, de moins de 10 salariés. Et tout ce formalisme, c'est un frein à l'embauche dans ce type d'entreprise. Il faut aller se renseigner, il faut aller faire des contrats, il faut aller sécuriser toute l'affaire. Alors du coup, on retarde l'embauche. Et c'est vraiment seulement quand on ne peut plus retarder qu'on embauche. Et donc finalement, c'est un frein. Un contrat se crée au bon vouloir des parties. Et s'il y a une partie qui n'a pas envie de faire un contrat, il n'y a pas de contrat. Et il n'y a plus que des contrats, vous êtes embauché. Voilà. Et j'étais à Lyon 2 en sciences éco, et à la fin de la maîtrise, je voulais trouver du travail en France. On va dire c'était difficile. Ouais, c'était difficile. Un soir, j'étais en train de jouer aux échecs avec quelqu'un sur Internet. Et au bout de quelques parties, on commence à faire connaissance et je lui demande, vous êtes d'où? Moi je suis d'où? Moi je suis de France, lui est de Californie. Il travaille dans la finance et moi je finissais mes études de finance. Alors je lui ai dit, est-ce que je peux vous envoyer mon CV? Et puis vous pouvez voir si vous pouvez m'aider. 2 jours plus tard, il m'envoie un email, il me dit, ouais c'est bon, je vous ai trouvé quelque chose. On a une conversation téléphonique avec la personne et finalement au bout de 15 minutes, il était d'accord pour que je vienne. Voilà, pas de formalisme. Tout le formalisme. On croit que ça protège la création d'emplois, on croit que ça aide la création d'emplois, ça aide rien du tout. Et du coup, finalement, un contrat de travail se crée du RSS au bon vouloir des parties. Alors la deuxième partie de la réforme, c'est lorsque le contrat de travail cesse. Et quand c'est fini, c'est fini. Tous ces freins au licenciement. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise se retrouve dans une situation où un emploi n'a plus de justification économique et qu'elle ne peut pas licencier? Ça revient encore à aller prendre les ressources de cette entreprise et les allouer à des emplois qui n'ont pas de justification économique. Et donc finalement, au lieu de pouvoir se restructurer, de pouvoir économiser un peu de trésorerie pour survivre, de pouvoir embaucher sur des postes différents, les entreprises en France elles se retrouvent plombées avec des emplois qui n'ont pas toujours de justification économique. Et donc elles ne font pas beaucoup de croissance. Créent pas beaucoup d'emplois. On pense protéger l'emploi, mais je suis désolé, il y a 6 millions de chômeurs. On ne protège rien du tout. Il va bien falloir le reconnaître. Il va bien falloir reconnaître que toutes ces restrictions, non seulement elles ne protègent pas l'emploi, mais elles coûtent en croissance et elles coûtent en pouvoir d'achat. Ça nous plombe tous. En Californie, c'est le at will employment. Littéralement, l'emploi au bon vouloir des partis. Et ça marche. Quand je parle de mettre plus de respect dans la culture française, je ne parle pas de recevoir plus de respect, ça c'est facile. Je parle d'accorder plus de respect. De respecter que finalement ce que font les autres, ça marche. Ça crée du pouvoir d'achat, ça crée des emplois. Alors que nous, on est là en train de pagayer avec des aides, des dispositifs, des restrictions à l'embauche, des restrictions au licenciement. Actuellement, la suradministration du marché de l'emploi, c'est Jean-Pierre avec son guichet. Il y a 6 millions de chômeurs. Et on a un guichet. 6 millions de chômeurs. Pour visualiser le problème, vous prenez 1000 chômeurs et vous les mettez en file indienne, à 1 mètre de distance. Au bout de 1000 chômeurs, vous avez 1 kilomètre de chômage. Nous, on a 6 millions de chômeurs. On a 6000 kilomètres de chômage en France. 6000 kilomètres de chômage. Et on a Jean-Pierre avec le guichet.
Et lorsqu'on vous parle de dispositifs, 2-3 ans après, quand on mesure l'efficacité de ces dispositifs, ça se mesure en quelques milliers de chômeurs. On a créé quelques milliers d'emplois. On a une file indienne qui peut aller de Paris jusqu'en Inde, et nous, ça y est, on a fait le Paris-Créteil, appelez la presse, le chômage baisse. Il faudrait d'abord passer Nice. Donc on a Jean-Pierre avec son guichet, il est là, suivant, j'ai pas d'emploi. Il n'y a pas de travail en France. Alors lui, pas de panique, il a toute une liste de solutions et de dispositifs, de A à Z. Alors il commence, A, B, C, CV, vous avez déjà fait le CV 15 fois, ça ne change rien, pas de panique. On continue, c'est Pipo. Vous avez déjà fait la formation Pipo? La formation Pipo, la personne va se retrouver en formation pendant 2-3 mois. Elle sera maintenant plus compétente pour exercer un métier qui n'existe pas. Et finalement, ça ne change rien parce qu'il n'y a pas plus d'emplois pour ce métier-là. La fin de tous ces dispositifs. Et surtout, troisième réforme, la formation. La formation. Parce qu'en France, le système éducatif, il marche que quand on est jeune, que quand on a 20 ans. Après, c'est trop tard. Mais qu'est-ce qui se passe si justement, une personne avait 20 ans et n'a pas réussi ses études? Ça arrive. Après, ça devient un cas social toute sa vie. Pourquoi cette galère? Il y a des gens, ils galèrent dans des subventions, ils galèrent dans des aides à l'emploi, ils galèrent dans des petits boulots. Et ils ont peu d'espoir d'avoir un jour un emploi qui paye à long terme. Ils sont condamnés presque à la misère. Pourquoi cette galère? Ma version de la solidarité, c'est pas d'aider les gens à être confortables dans la misère. Ma version de la solidarité, c'est d'aider les gens à réussir. À réussir. Alors par solidarité, nous allons aider les gens à changer de métier en se reformant. Parce que le vrai drame, c'est pas de perdre son emploi. Le vrai drame, c'est de ne pas pouvoir retrouver un emploi, d'être condamné à la misère parce qu'on sait très bien que jamais on pourra trouver un emploi qui paye. Alors, troisième réforme, en termes de formation professionnelle, on va faire en sorte que les allocations de chômage ne soient versées que pendant 1 an. Parce qu'il faut bien reconnaître que si une personne cherche un emploi pendant 1 an et ne trouve pas d'emploi au bout d'1 an, c'est qu'il n'y a pas d'emploi pour le travail. Et donc, il va falloir trouver un nouveau travail, un nouveau métier. Et donc, après, elle peut se reformer et percevoir 80% du SMIC si elle accepte de faire une formation d'un minimum de 2 ans. Minimum 2 ans, pour changer de métier. Changer de métier. Il y a des gens, ils galèrent avec toutes sortes d'allocations, ils n'ont pas de travail, mais le week-end, ils bricolent des voitures. Ils font une formation pour devenir mécanicien automobile, 2-3 ans. Ils retournent au lycée professionnel. Il manque de bouchers en France, il manque de plombiers, pareil. 2-3 ans de formation au lycée professionnel. Il y en a d'autres, ils veulent faire des études plus longues. On manque d'infirmières en France. Ils peuvent refaire des formations d'infirmiers, 5 ans de formation. Vous avez 35 ans, et alors? Moi, je suis retourné à l'université, j'avais 32 ans. J'ai refait les études, mais c'était génial. Alors je me dis que pour tout le monde, ça doit être possible aussi. De se relancer vers une nouvelle carrière, une nouvelle chance. Il y a des gens dans la rue, ils font des dessins, ils ont un talent graphique incroyable, mais ils espèrent gagner 2 sous. Ils reprennent des études de graphiste. 3 ans de formation, 5 ans de formation peut-être. Ensuite, ils rejoignent une agence de pub, ils font de la pub pendant 2-3 ans, et après, ils montent leur propre agence de pub. Et comme ça, en 10 ans, ils sont passés de gagner 2-3 sous dans la rue à chef d'entreprise dans une agence de pub. Et ils gagnent 10 000 € par mois. Si vous voulez le changement, je vous le dis, il faut que vous changiez. Il va falloir changer de métier. Mais en France, on n'a ni les moyens ni l'habitude de changer de métier en cours de route. Alors, il y en a qui vont me dire qu'il y a des dispositifs qui existent. Mais est-ce que dans les lycées professionnels actuellement, vous avez 10%, 20%, voire 30% des gens qui ont plus de 30 ans? Non, bien sûr que non. Alors nous, par solidarité pour les gens qui sont dans la galère, qui sont condamnés au petit boulot, qui n'ont pas beaucoup d'espoir dans la vie, on va mettre fin à toutes ces aides, toutes ces restrictions, toutes ces allocations chômage payées pendant des années, et on va les transformer en de la formation professionnelle vers de nouveaux métiers. Parce qu'à l'heure de la mondialisation, à l'heure de la technologie, oui, il y a des métiers qui disparaissent, il y a des usines qui ferment, mais il y a plein de métiers qui se créent, de nouvelles opportunités qui sont possibles et dont on ne profite pas parce que justement, on est coincé dans un marché de l'emploi suradministré et on n'a pas forcément les moyens de se reformer en cours de vie. Alors 3 réformes pour qu'au final, on puisse mettre fin au problème du chômage de masse, pour qu'on puisse mettre fin au pouvoir d'achat qui se dégrade,
d'année en année. La précarité pour tout le monde, c'est fini. Nous, on va mettre fin aux aides à l'embauche. Il est interdit pour toute administration publique ou collectivité locale de fournir à une entreprise ou un particulier quelque aide en espèces ou en nature que ce soit, c'est terminé. Alors c'est les aides à une entreprise, à un chômeur. Bien sûr que l'État a un rôle. L'État va continuer de faire une vraie politique pour mettre fin au problème du chômage, mais une politique qui s'applique à tout le monde, alors qu'une aide, elle s'applique à une personne à la fois, il faut faire la queue et l'obtenir. La fin des aides à l'embauche. Deuxième réforme, un emploi se crée, dure et cesse au bon vouloir des partis. La fin du formalisme dans les contrats de travail, tous ces contrats de travail qui finalement nous plombent. Toutes ces restrictions au licenciement qui nous plombent notre croissance, qui plombent les entreprises, qui plombent les opportunités. On va remettre de l'opportunité dans le marché de l'emploi. Et enfin, troisième réforme, la formation. Tout au long de la vie, nous allons aider par solidarité les gens à retrouver de l'espoir vers un nouveau métier, vers des métiers qui payent, des métiers pour lesquels il y a des emplois. La fin du chômage de masse, la fin du pouvoir d'achat qui se dégrade d'année en année, c'est possible. Je m'appelle Sylvain Courcou, merci beaucoup.